J'ai le grand plaisir de vous présenter Michel Pichenet, historien, professeur émérite de l'Université de Paris 1, et Michel collabore aussi au travail de l'IHS à sa direction, et donc c'est bien d'avoir en même temps un historien et un militant de l'IHS avec nous ce soir. Alors l'actualité de la Charte d'Amiens de 1906, c'est un sujet qui nous a traversés et on s'est dit qu'on va pouvoir traverser l'histoire, et une histoire passionnante, et comme on a l'habitude de faire le lien avec l'actuel, et quand on mesure la situation qu'on traverse aujourd'hui, eh bien on peut dire que la discussion sur la Charte d'Amiens, elle est aussi d'une grande actualité. Alors la Charte d'Amiens, elle règle, pense-t-on pour longtemps, la question des rapports entre les partis politiques et le syndicat. Mais d'où vient-elle? Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette séparation qu'officialise la Charte d'Amiens, elle n'a pas été évidente au départ. Cette question traverse toute l'histoire du mouvement ouvrier, en ce qu'elle croise celle essentielle du long processus d'autonomisation de la classe ouvrière, de la prise de conscience nécessaire à l'expression de sa spécificité, des intérêts et des projets du groupe longtemps central du salariat. L'objectif d'autonomie ne va pas de soi et mobilise les militants sur la durée dans un pays comme la France, où il y a des ouvriers partout et d'une certaine façon nulle part. Dans un pays qui n'a pas connu, comme l'Angleterre, comme la Belgique, et plus tard comme l'Allemagne, longtemps de grandes concentrations ouvrières. Alors disant cela à Toulon, évidemment je tombe mal, mais Toulon n'est pas la France, et ce qu'il faut bien voir, c'est que jusqu'au début du XXe siècle, la France a été un pays de petits tout, de petits paysans, de petits artisans, et d'ouvriers qui pouvaient une partie de l'année être des paysans, d'ouvriers qui une partie de l'année allaient travailler à Paris ou dans des grandes villes et qui revenaient ensuite. Ça a été ça, jusqu'à une phase assez avancée du XXe siècle, la réalité ouvrière en France. Ce qui fait qu'il y avait des ouvriers partout, mais on manquait de grandes concentrations comme celles qu'on pouvait avoir à l'époque en Allemagne ou en Angleterre. D'une certaine façon, ça peut-être été, c'était une difficulté pour que la classe ouvrière s'autonomise, ça a peut-être été une chance, ça a évité un isolement dangereux, comme l'a connu la classe ouvrière allemande, et comme, d'une certaine façon, l'a connu aussi la classe ouvrière britannique. Alors, manifestation de cette autonomie ouvrière, elle apparaît dès la première moitié du XIXe siècle. Par exemple, mais on pourrait en prendre bien d'autres. Au lendemain de la Révolution de juillet 1830, on voit, dans le court moment de liberté qui existe, on voit se multiplier des journaux. Et j'en prends un qui s'appelle L'Artisan. Attention, il a deux titres. L'Artisan, et en dessous, il y a marqué « Journal de la classe ouvrière », 1832. Qui en appelle, alors il ne va pas durer longtemps, il en appelle, je cite, « à la classe la plus nombreuse et la plus utile de la société ». C'est autour de cela que l'autonomie ouvrière va se constituer, se cristalliser. Alors, il y a bien des tentations autour de cette classe ouvrière qui commence à prendre forme. Il y a des tentations politiques dès ce moment-là, en particulier des opposants républicains, qui sont souvent d'origine bourgeoise, qui se rapprochent des ouvriers, mais dont les hésitations sociales ne résistent pas à l'épreuve du temps et de la répression. Les illusions refleurissent avec les fraternisations du lendemain de la Révolution de février 1848, mais elles ne durent pas non plus. Elles sont bientôt stoppées, et stoppées brutalement dans le sang, quand en juin 1848, la Seconde République envoie la troupe contre les ouvriers. Ces sanglantes déconvenues entretiennent le séparatisme de classe.
Le SPEL inspire dans les années 1860, sous le Second Empire, sous une période donc de répression, des candidatures ouvrières et qui se présentent comme telles. On le retrouve, et Alain le signalait tout à l'heure, au même moment à Londres, quand l'Association internationale des travailleurs se proclame et invite à l'émancipation des travailleurs, qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, qu'ils ne délégueront à personne. Au même moment, en France, des chambres syndicales, c'est le nom qu'elles se donnent alors, émergent, qui défient l'interdiction, depuis la Révolution française, de s'organiser pour défendre ses intérêts professionnels. Ces chambres syndicales sont des points d'appui aux revendications, oui, mais elles voient plus large que cela. Quand on regarde leur statut, elles prévoient d'offrir du crédit à leurs membres, d'organiser de la mutualité, de l'entraide entre elles en cas de maladie, en cas de chômage, de favoriser la coopération pour l'achat en gros, et même d'organiser la formation des ouvriers. Elles ont donc des ambitions très larges, certes syndicales, mais pas que. L'écrasement de la Commune en 1871 les anéantit à Paris, mais pas partout ailleurs en province. Et de toute façon, elles ne tardent pas à refaire surface. À partir de 1876, des congrès qui se qualifient eux-mêmes de congrès ouvriers, sans autre qualificatif, sont convoqués. Ils s'ouvrent aux chambres syndicales, celles dont je parlais tout à l'heure, mais aussi à ce qu'on appelle à l'époque des cercles d'études. On dirait aujourd'hui plutôt des cercles politiques. Encore aux mutuelles, aux coopératives. Il faut savoir qu'à l'époque, on est dans une vague d'émergence, de multiplication de coopératives et de mutuelles. Ensemble, ces organisations donnent corps à un mouvement ouvrier multiforme, dont les assises, les réunions, les congrès permettent d'échanger des expériences et des points de vue, d'élaborer des revendications au niveau national. En 1879, à Marseille, les 3/4 des délégués réunis au congrès ouvrier de cette année-là rallient la solution collectiviste comme solution à la question sociale. Sur la lancée, ce congrès ouvrier, dont je rappelle qu'il réunit des chambres syndicales, des cercles d'études, des mutuelles, des coopératives, se dénomme Fédération du Parti des travailleurs socialistes de France. Un partage des tâches commence à s'élaborer sous la pression des grèves. Les chambres syndicales sont les plus actives dans ces grèves, mais ce qui va être déterminant dans la séparation du syndical et du partisan, c'est la loi de 1884 qui, comme le rappelle Alain, reconnaît le droit syndical. Les républicains modérés qui sont au pouvoir à ce moment-là font le pari d'un syndicalisme, ils le disent, de pacification sociale. Et pour en être sûr, ils circonscrivent dans la loi le domaine du syndical. Je cite, la défense des intérêts professionnels particuliers, en dehors de toute préoccupation plus générale qui serait politique. Donc la loi précipite la séparation du syndical et du politique. Pour s'en assurer, non seulement les syndicats qui se créent doivent remettre leur statut à l'administration, mais ils doivent aussi donner la composition de leur bureau, ce qu'ils ne font pas toujours de bonne grâce ou qu'ils ne font pas tout simplement. Il n'empêche, les syndicats, à partir de 1884, jouissent d'un droit que les autres associations devront attendre 1901, y compris les associations politiques, pour l'avoir. Dans l'immédiat, la différenciation annoncée n'entraîne pas cependant de rupture définitive. Nombre de syndicats adhèrent en bloc au parti, la Fédération des travailleurs socialistes, et plus tard rejoignent les divers groupements socialistes qui vont se multiplier au fil des scissions. L'un se distingue, et Alain le rappelait, c'est le Parti ouvrier de Jules Guesde,
qui a la prétention d'orienter les stratégies syndicales sur un modèle qui est celui de la social-démocratie allemande à l'époque. En Allemagne, c'est le Parti socialiste qui crée une commission syndicale qui deviendra un syndicat. La CGT, qui apparaît en 1895, en partie d'ailleurs contre les prétentions de Jules Guesde et de son parti ouvrier, récuse cette manière de voir. Elle écarte aussi la solution qui s'expérimente à l'époque en Angleterre, où ce sont les syndicats qui créent un parti du travail, le Labour Party, dont les élus sont censés relayer les revendications syndicales au Parlement. Dès sa création, et là encore Alain le disait, il a fait tout le boulot, stipule dans son article 1er en 1895 que les organisations affiliées doivent, je cite, se tenir en dehors de toute école politique. Il s'agit alors d'empêcher, alors que les partis socialistes se multiplient et se divisent, que le syndicat devienne le champ clos des rivalités politiques. En 1902, mais je n'y reviens pas, on ajoute qu'il n'est pas possible de se prévaloir d'une fonction syndicale pour se présenter à des élections. Alors, 1906, eh bien la question revient sur le tapis et on sait qu'elle reviendra encore par la suite. Les délégués qui sont réunis à Amiens du 8 au 16 octobre doivent en effet traiter des rapports que la Confédération, la CGT, entretient avec les partis politiques. C'est un point qui a été mis à l'ordre du jour à la demande de la Fédération du Textile, qui est alors dirigée par un militant, Victor Renard, qui appartient au parti de Jules Guesde, le Parti ouvrier. La discussion intervient alors, dans un contexte important, qui éclaire ce qui va se discuter à Amiens. L'année précédente, en 1905, les différents partis socialistes se sont réunifiés dans une seule organisation, la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, qui se prolongera jusqu'à la fin des années 60, qui a un autre nom aussi, Parti socialiste unifié. Mais là, et ce parti réunifié a désormais peut-être les moyens de prendre le contrôle de la CGT, ce que précisément les dirigeants de la CGT ne veulent pas. Et ils le veulent d'autant moins qu'on est dans une période de lutte ouvrière intense. 1906 est, à la veille de la Première Guerre mondiale, un moment de pic des grèves. Il y a eu notamment, autour des questions de salaire et autour de la question de la journée de 8 heures, de luttes très importantes autour du 1er mai 1906. Alors, revenons à Amiens. La résolution que présente le secrétaire du textile prend acte du soutien que les élus socialistes ont apporté à des lois destinées à améliorer la condition des travailleurs. Et partant de là, Renard, du textile, invite la CGT, et dans sa résolution, je le cite, à s'entendre avec le Parti socialiste toutes les fois que les circonstances l'exigeront, soit par des délégations intermittentes ou permanentes, pour faire plus facilement triompher les principales réformes ouvrières. Renard n'avance pas les thèses clairement des guédistes, il ne demande pas une subordination, il demande des actions communes, intermittentes ou permanentes. À Amiens, néanmoins, beaucoup de militants interprètent l'initiative comme une nouvelle tentative de subordination de la CGT au Parti socialiste. Alors, la question suscite 6 autres motions, c'est dire c'est une question sensible, et ces différentes motions déclinent au fond tout l'arc politique qui est large de la CGT de l'époque. En gros, on a par exemple la plus réformiste, l'aile la plus réformiste de la CGT, qui est symbolisée par Quefer, qui est le dirigeant du syndicat du livre. Et on a à l'autre extrémité la proposition et la motion du secrétaire général, Victor Rifoul, qui lui ne veut pas entendre parler de la moindre accointance de la CGT avec le Parti socialiste. Et puis entre, il y a différentes positions, dont celle de Renard,
qui avance un pas sans se sortir complètement du bois. Alors, que demande la résolution de Griffoul, celle qui sera votée? Elle recommande aux syndiqués, je cite, de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu'ils professent au dehors et invite les organisations de la CGT à ne pas, je cite encore, se préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors et à côté, comprenez, de la CGT, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale. Alors, si on s'en tenait là, l'énoncé est au fond un rappel des bonnes pratiques qui étaient en place à la CGT depuis le début. Mais la motion va plus loin. Elle va plus loin, elle prône une alternative syndicale aux initiatives partisanes, comprenez socialistes, comme aux procédures institutionnelles. Autrement dit, la CGT fait de la politique, mais sa politique, sans tenir compte de ce qui existe ailleurs. Et donc, je cite encore, au nom de la lutte des classes, Griffoul et sa motion proposent aux travailleurs en révolte contre toutes les formes d'exploitation et d'oppression de lutter pour leur émancipation intégrale. Cette dernière, cette émancipation intégrale, suppose, je cite, l'expropriation capitaliste par la grève générale, et je commente, modalité d'une révolution authentiquement ouvrière qu'il revient au seul syndicat de conduire, syndicat dont la motion précise encore qu'une fois la révolution réalisée par la grève générale, eh bien, il servira de groupement de production et de répartition dans une société en quelque sorte autogérée. Ce programme-là, car c'est au fond un programme, reçoit un accueil assez général, y compris des réformistes de Que Faire, qui ne sont pas tellement pour l'expropriation capitaliste et pour l'émancipation intégrale des travailleurs, mais qui craignent plus que tout que la CGT devienne un appendice du Parti socialiste auquel Que Faire n'adhère pas. Et donc, à tout prendre, Que Faire préfère l'anti-politique de Griffoul à l'espèce de relation douteuse qu'il pourrait s'établir entre la CGT et le Parti socialiste. Résultat, Renard est isolé et au moment du vote, il refusera, lui et ses partisans, de prendre part au scrutin parce qu'il sait qu'il est battu. Résultat, et tu rappelais les chiffres tout à l'heure, la motion Griffel, qui deviendra ce qu'on appellera plus tard la charte d'Amiens, est adoptée à la quasi-unanimité. À la charte d'Amiens, et savoir finalement aussi un peu utiliser cette charte d'Amiens dans notre comportement, dans notre stratégie, dans nos positionnements. Et puis Michel, il a dit quelque chose d'important dans son intervention. Il a dit que le syndicalisme était en même temps producteur politique. C'est-à-dire qu'il y a toujours des liens, il y a toujours des passerelles. On dit toujours indépendance syndicale, mais pas neutralité. Et la CGT, au cours de toute son histoire, elle a fait des choix. La CGT, elle n'est pas neutre. La CGT, elle a fait des choix très, très importants. Je pense aussi qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il est important quand même de revenir sur deux enseignements de la charte d'Amiens. C'est ce que nos anciens appellent la double besogne. C'est-à-dire à la fois la défense de la revendication, le carreau cassé, et puis défendre une convention collective, tous les conquis sociaux, et Dieu sait s'ils sont aujourd'hui remis en cause. Mais la CGT, c'est aussi, dans ses racines, le syndicat de transformation de la société. Et je pense qu'on l'oublie un peu trop aujourd'hui. La bataille pour les revendications participe aussi de la création d'un rapport de force pour transformer la société. Pas tout seul, mais la CGT et le syndicalisme, il y a toute sa place. La double besogne, c'est ça. Les revendications, mais dans notre ADN, c'est transformer la société. Et les statuts de la CGT avant, ils ont malheureusement été modifiés de ce point de vue, c'était effectivement d'en finir avec l'exploitation de l'homme par l'homme et d'arriver à la socialisation des moyens de production. C'est ça.
la CGT. Avant, c'était l'abolition du salariat. Et l'abolition du salariat. Voilà. Absolument, tout à fait. Donc on vient de là. Et c'est pour ça qu'il faut revenir sur cette question, revendication et bataille pour la transformation de la société. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, dans une période où ce gouvernement remet en cause les conquis sociaux de 36, de 45, accessoirement de 68, on voit bien les enjeux là. On voit bien les enjeux parce que la société la transforme. Ils sont en train de la transformer radicalement. Donc, la bataille syndicale, c'est aussi la bataille pour transformer la société et y contribuer. Et puis, je crois qu'il y a aussi un autre élément, et on en a parlé à travers notre histoire, et c'est aussi l'ADN de la CGT, c'est la bataille pour la paix. Et effectivement, la bataille pour la paix, on en parle beaucoup moins. Il se passe des choses dans le monde aujourd'hui où il y a 15 ou 20 ans, on serait descendu dans la rue. On serait tous descendus dans la rue pour défendre la paix dans le monde. Parce que défendre la paix, c'est défendre la classe ouvrière là où elle est. Et sur cette question, on est frileux aujourd'hui, malheureusement. Et je pense qu'il faut aussi tirer ces enseignements pour remettre à l'ordre du jour comme une priorité dans cette période actuelle la bataille pour la paix, parce que quand on voit le monde, les contradictions, la crise profonde du système capitaliste, ils veulent nous emmener à la guerre. Parce qu'en même temps, la guerre, c'est la destruction des conquis sociaux, c'est la destruction de la classe ouvrière. Cette question, elle est malheureusement toujours actuelle. On a, je crois, vraiment, en ce moment, la responsabilité d'être très vigilant et très actif sur la question de la défense de la paix.